Bouda, capitale du département des Bamboutos, se situe au cœur de la région de l'ouest du Cameroun, un endroit où se mêlent collines verdoyantes, montagnes de pierres et vastes plaines. Cette ville pittoresque, animée et bondée, est un véritable carrefour où les va-et-vient des commerçants, les bus de transport et les mototaxis dessinent le rythme effervescent de la vie urbaine. Le marché, toujours en mouvement, est le centre névralgique de cette agitation où se croisent vendeurs et acheteurs dans une symphonie de sons et de couleurs. L'image d'une dame portant une cuvette d'avocat, ce fruit symbolique des Bamboutos, illustre parfaitement la ville. Simple, vibrante et profondément liée à la terre. À Bouda, l'avocat n'est pas seulement un produit local, mais un véritable emblème de générosité, de partage et de tradition qui s'inscrit dans la vie quotidienne des habitants. Immersion dans les réalités vivantes des Bamboutos, voyage au cœur des traditions. C'est un matin empreint de mystère et de promesses que commence notre aventure au cœur des Bamboutos, région montagneuse et authentique, à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Bouda. Le paysage bordé de collines majestueuses semble être une invitation à découvrir une Afrique vraie, loin des clichés. Le village Bamenjinda, tout proche, est notre première étape. Dès que nous y mettons le pied, un chasseur nous accueille. Il incarne l'esprit même de la nature et de la tradition. Un homme simple, humble, mais porteur de savoirs ancestraux. Ce chasseur, avec une allure calme et confiante, nous explique les bases de son métier, la rigueur de la chasse, l'art de la patience et du respect de la nature. À travers ces mots, il nous révèle les secrets de la capture des perdrix, oiseaux capricieux qui exigent des pièges subtils et un savoir-faire précis. Oui, bonjour le Cameroun. Je m'appelle Njambou Eli. Je suis au niveau de Bamenjinda Batoussi, dans l'arrondissement de Bouda, quartier Batoussi. Donc je m'appelle Njambou Eli et je me défends dans la brousse, je me défends en chasse. Donc comme maintenant il n'y a plus de beaucoup à faire, je me base donc de la chasse, des pièges. Je mets mes pièges, soit du rat, soit des écureuils, soit du mangousse, soit du serpent même aussi, soit de la perdrix, comme ça c'est dans la journée. Et dans la journée, quand tu as tout compté tes pièges, bon, ça c'est un temps de passer parce que dans la journée tu cherches là où les perdrix mangent. Alors tu pars directement, tu le fais chasser et après tu pièges. Tu te lèves à quelle heure? Et lorsque tu te lèves, tu commences par quoi? Et par où? Bon, quand je me lève, je mets toujours mon téléphone qui va sonner à 4 heures ou à 3 heures, ça dépendra de mon programme. Sinon, c'est très bon le matin, parce qu'il y a parfois la piège qui tape et que le gibier est en train de se bousculer. Tu viens très tôt le matin, tu le trouves. Mais parfois, je me lève très tôt le matin à 4 heures. Je commence parce que j'ai beaucoup de pièges. Et ma route de la brousse est très longue. Tu n'as pas peur de la brousse? Non, moi je n'ai pas peur de la brousse parce que quand tu es dans la brousse, quand même, tu ressembles à la brousse. D'accord. La brousse ne peut pas avoir peur de l'autre. D'accord. Oui, ensuite? Et donc, quand tu pars et avec la torche ou soit si en cours de route, peut-être tu perds le téléphone, tu dois maîtriser donc des endroits que tu pars parce que tu ne peux pas aller dans une brousse que tu ne connais pas. Donc il faut maîtriser, il faut connaître les arbres, il faut connaître les pistes. Et quels sont les types d'animaux justement? Et bon, quand tu pièges comme ça, parfois tu prends soit le mangousse, parfois soit le rat, parfois soit les porcs-épis, soit les hérissons, soit les biches, soit les singes.
soit même le serpent. Si tu vois les pistes, il y a toujours les différentes qualités de pièges qu'on met pour chaque animal. Parce que toutes les qualités, tous les pièges ne sont pas pour les animaux. Justement. Donc, chaque animal a son piège, il a son système donc de piéger. Donc, ça dépend donc de ce que je prends en brousse, ce que j'ai piégé. Ça dépend donc des pieds de ce que j'ai vu. Et oui, si je vois les pieds du rat, il faut que je piège au système du rat. Si je vois les perdrix, il faut que je piège au système des perdrix. Donc chaque animal a sa spécificité en termes de pièges. En termes de pièges. Donc il faut connaître si il est parti et il revient, ou bien si il vagabonde aux alentours, ou il part loin. Tu dois connaître comment sont ses pas. Tu regardes pas les traces du pied. Donc pour connaître comment il est parti loin, où il va encore revenir, où il vient de passer, tu dois connaître. Donc c'est un peu cela. Nous avons eu la chance de te retrouver ce matin. Tu étais justement en train d'aller à la chasse des perdrix. Est-ce que on peut y aller ensemble pour que tu nous montres comment est-ce que tu attrapes les perdrix, et si possible, on peut avoir la chance que tu en attrapes un ou deux pendant qu'on y est? Ah non, merci beaucoup quand même, parce que moi-même, ça me fait quand même ravi. Quand même de vous voir aussi en plein travail, en plein action comme je le suis. Parce que ce n'est pas tous les habits que tu amènes au champ, mais c'est ça qui t'amène tous les habits que tu peux porter. Bon, alors sinon, ce que j'étais présentement était en train de piéger les perdrix. Donc si possible, on peut y aller. J'ai déjà piégé et on peut quand même, en me retournant que ça a déjà pris, quand même on peut encore aller s'y guetter et on voit comment on piège sur forme de tape-tête. 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 C'est comme ça qu'on appelle ça. On appelle ce genre de piège tape-tête. Donc ce que ça frappe, ce que ça frappe seulement, oui, ça n'arrête pas lentement, ça frappe les murs. Oui, bien sûr. Quand tu mets le maïs, ou si c'est une saison, ça c'est la saison qu'on sème, c'est à l'heure-ci que tu peux les attraper avec le maïs, parce que autant de maïs, tu ne peux pas le mettre sur le maïs, tu prends. D'accord. Oui, bien sûr. Donc c'est qualité et saison. Si c'est là où il y a trop le maïs, tu mets les palmisses. S'il y a où il y a les palmisses, tu mets le maïs. S'il y a où il y a les patates et le macabo, tu fais le choix de mettre soit les palmisses nues ou soit le maïs, parce qu'ils n'en trouveront pas aux alentours. Donc il faut que tu trouves dans chaque rayon qui sont, et tu maîtrises donc à savoir de quoi ils mangent là. D'accord. Et connaître ce qu'ils aiment beaucoup. D'accord. Pour chercher donc à les capturer. D'accord. On y va? Mais bien sûr. Ok, on y va. Ok. Allons-y. Ici. Là où on a déjà cultivé, ils sortent de la brousse là pour venir manger. Quand on a cultivé, ils attendent seulement qu'on sème. Quand on sème, ils viennent maintenant creuser pour chercher la semence. Donc maintenant, il faut à tout prix mettre maintenant la semence comme si on l'a déjà semé. Comme tu vois, voici comme ça la pierre. Ça c'est comme ça la piège. D'accord. Ça c'est comme ça la piège. Quand ça vient, ça c'est ce qu'on appelle la tape-tête. Parce que ça va frapper. Donc quand tu viens creuser, dès qu'il trouve le maïs pour manger, et puis... Ça c'est la saison dont on sème. Pour lui, il cherche tout moins possible à ramasser dans la semence qu'on a mis à terre. Alors donc, tu mets maintenant le maïs et tu pièges. Quand tu pièges comme ça, tu cherches maintenant à creuser à terre pour mettre la piège. Quand tu mets maintenant, tu enterres. Tu vas enterrer comme si c'est une semence qu'on a mal enterrée. Donc il vient voir seulement que ça c'est une semence mal enterrée. On n'a pas beaucoup gardé ça à terre. Alors quand tu mets là, tu laisses seulement un peu de boue. Pour qu'il vienne, il voit que c'est déjà un semence donc jeté. Ce n'est pas bien enterré. Il va maintenant chercher maintenant à ramasser. Donc c'est ça alors. Et le piège l'arrête. Et le piège va l'arrêter. Et ça ne peut pas le louper. Non.
Non. Ah, d'accord. Quand c'est là, c'est bon. Merde. C'est bon parce que il va marcher, il va venir, il va voir que... Alors, c'est une semence sémée, mais pas beaucoup enterrée. Donc, il va chercher maintenant à déterrer. Subitement, voilà, la perdue est déjà bon. D'accord. Alors, quand tu viens, tu sais, les perdus ne sont pas un. Ils sont toujours nombreux. Nombreux. Alors, tu viens brusquement. Eux tous maintenant se lèvent. Ils s'éparpillent. Maintenant, tu pièges. C'est à l'heure là maintenant que quand ils appellent, les voilà, comme par exemple, les voilà, les voilà. Ah, d'accord. Les voilà, les voilà. Les voilà qui marchent, les voilà, les voilà. Les voilà qui s'envolent. C'est comme ça, ils venaient comme ça. C'est comme ça qu'ils venaient. Ils venaient comme ça, là où je les ai chassés. Ils viennent maintenant parce qu'ils ne sont pas au nombre. Il faut qu'ils viennent jusqu'à se regrouper sur place. Les compter ensemble s'ils sont de nombre avant de commencer encore à marcher en groupe. Sinon, ils vont toujours pleurer, pleurer. Maintenant, autant de pleurer, c'est autant qu'ils trouvent maintenant la semence non bien enterrée. C'est là-bas maintenant que ça va les prendre. Allez. Mais tu nous as dit tantôt en off que tu savais également appeler les perdrix. Oui, bien sûr, ils ont quand même ils ont une chanson, ils ont un système. Parce que avant d'être en brousse, il faut connaître d'abord les systèmes des animaux, il faut connaître comment les parler, il faut connaître comment les appeler, il faut connaître comment les écrire. Bon, comme par exemple pour les perdrix, quand tu les fais chasser et si tu veux les appeler, tu vas toujours faire comme tu appelles les chiens. Tu les appelles petit à petit, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils pleurent, tu les appelles, tu prends ton temps, tu restes tranquille, tu peux me faire même deux heures du temps à les appeler parce que ce sont les gens qui sont très très sentimentaux. C'est-à-dire en sifflotant. En sifflotant. Tu sifflotes petit petit. Quand tu vas siffloter, lui-même aussi va siffloter. C'est comme ça que tu sifflotes, il vient, il vient, il vient, il vient. Si tu n'es pas loin du piège, il va même venir jusqu'à te trouver là où tu as piégé. Il va commencer à manger, tu vas en train de le voir, tu sifflotes. Tant qu'il ne voit pas son ami, il ne quitte pas. Il va toujours chercher à voir son ami avant de partir. Subitement, la piège va donc l'arrêter. Ok. Et aussi, ce n'est pas seulement que le seul piège que j'ai plusieurs métaux. Il y a aussi les fils à coudre. Toujours pour la perdrix. Toujours pour la perdrix. J'ai plusieurs moyens, j'ai plusieurs métaux. Il y a plusieurs méthodes à piéger la perdrix. Avec le fil à coudre, le noir, je vais donc former une autre piège de telle façon dont ça l'attrape qu'au cou. Étant vivant, si tu veux vivant, moi je vais le chercher en vivant. Vivant. Oui, avec cette traite-là. Avec ce fil à tresser, à coudre, le noir. C'est ça donc qu'on forme. On les mange aussi. Bien sûr, très très bon, très très lourd. C'est une bonne viande. C'est très bon, une viande, une petite viande, mais très bon. Très très bon. D'accord. Parce qu'on dit que la perdrix, c'est lui qui a le sixième sens. Ah, d'accord. Oui, c'est ça que pour nous, ici au village, on dit que l'oiseau le plus sage, c'est la perdrix. Donc c'est pour ça que sa viande est petite, mais très sucrée. Très très sucrée. Ok, d'accord. Quand je mets le bambou. Je mets le bambou comme ça pour me tenir à distance et savoir que ça s'est levé ou pas. Oui, ici là. Quand je mets comme ça, c'est pour signaler à moi-même de connaître que c'est là-bas. Ah, que tu as mis le piège. J'ai mis le piège là-bas. Si ça s'est levé. D'accord. Nous avons la chance de le suivre dans sa quête. Mais malgré nos efforts et les perdrix qui semblent proches, la chance ne nous sourit pas cette fois-ci. Ça c'est tout l'autre. Ça c'est l'autre comme ça. C'est ça. Ok. Ah, d'accord. Voilà l'autre. Il y a encore l'autre à l'intérieur. Il y a encore l'autre long à l'intérieur. Quand je me place là, ils étaient même déjà là. Ils étaient à côté. Ils étaient déjà à côté. Quand je me place là, c'est avec le bâton que j'ai mis
que je remarque dans l'endroit et je sais que non, ça, s'il y a levé, c'est là, il y a le bâton là que j'ai mis. Quand je me tiens là, je vois à distance. Je sais que non, ça a pris ou ça n'a pas pris. C'est loin à l'intérieur là. Quand tu trouves souvent là, parce que la perdrix ne mange pas tranquillement. Il doit toujours manger en cherchant encore l'autre à terre. Donc tu vois toujours les traces. C'est comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Donc on n'a pas encore on n'a pas quand même de chance que ça a pris pour le moment. Non, pas encore, pas encore. D'accord. Pas encore, mais je suis très sûr que moi que d'ici 2 heures du temps. D'ici 2 heures du temps, si je piège et je quitte, et j'attends dans 2 heures du temps, je viens encore regarder. D'accord. Parce que ce sont les gens qui ils marchent beaucoup, ils aiment être en groupe. Quand ils ne sont pas en groupe là, ils sont seulement gardés parce qu'ils entendent comment on parle. Quand on quitte là, dans 2 heures du temps, ils vont revenir. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. Toutefois, le chasseur ne rentre pas les mains vides. À défaut de gibier, il rapporte du bois pour sa femme. Ce simple geste de générosité et de partage révèle toute la profondeur de la culture de ces communautés rurales. Un homme qui, même dans l'adversité, s'assure qu'il rapporte à sa famille ce qui est nécessaire pour leur bien-être. J'ai déjà fini, j'ai piégé et j'ai donc fait le retour pour regarder si ça a attrapé, ça n'a pas pu. Il faut que je laisse un peu le temps. Bon, comme ma maison est loin, il faut que je rentre dans la maison. Je suis comme ça, en train non, de ramasser le bois parce que en brousse, on n'en manque de rien. Ah, tu profites également de la chasse pour rentrer avec du bois à la maison? Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut que j'attache donc mon bois derrière la moto pour rentrer. C'est ça donc que je le fais. Et après combien de temps viendras-tu encore contrôler les pièges? Bon, comme je pars, ça va quand même me faire au moins 2 heures du temps. Oui, ça va me faire 2 heures du temps. Ou trop 2 heures du temps ou 3 heures du temps. Ça dépendra de moi. Si ça dépendra aussi de la distance. Après cette rencontre avec la nature et la tradition de la chasse, nous reprenons notre route, direction Bamisingé, un autre village non loin de là, où nous rencontrons un vieil homme, technicien agricole et véritable passionné de la culture du café. Installé dans son champ de caféier, il nous fait découvrir son savoir-faire, l'exceptionnelle maîtrise qu'il a acquise au fil des années pour cultiver ses produits, devenus rares dans la région. Après précision et soin, il nous montre les différentes étapes de la culture du café, nous expliquant pourquoi cette culture autrefois abondante est aujourd'hui menacée par de multiples défis économiques et climatiques. Alors papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire la taille caféière. La taille? Oui, la taille caféière. Et qu'est-ce que tu tailles concrètement? Bon, je taille. Cette taille consiste à la suppression des bois morts. Non, je suis déjà séché là. Bon, elle consiste aussi à la suppression de certains parasites végétaux. Tel que le rentis par exemple, qui parasite les végétaux. On supprime ça. Bon, elle consiste, vous voyez, cette branche est déjà séchée. Et quand on a coupé le régime de temps, en tombant ça, donc tant qu'on n'enlève pas ça, ça va créer problème, un déséquilibre végétal. Il faut enlever ça systématiquement. D'accord. Ça consiste aussi, regardez par exemple le bois mort. Donc il faut qu'on enlève donc ça à partir de la tige mère. C'est ça. Ça se présente très mal. Et quel est l'instrument qu'on utilise pour la taille justement? Le sécateur. On appelle ça le sécateur. Le sécateur, ça se présente très mal. Bon, cette taille consiste aussi à l'aération. Ah, d'accord. Pour que la plante soit. Parce que
Tant que les rayons solaires ne pénètrent pas, la production ne sera pas très bonne. Bon, il n'y aura pas de bon marché, ça peut marcher. C'est très important. Vous allez voir que le sommet là, il faut toujours que ce soit aéré. Que les rayons solaires traversent. Quand ça traverse, vous allez voir que les bourgeons floraux, c'est en train de faire, ça va produire comme, après on aura une portion comme le cacao. Ça va produire jusqu'aux branches même, jusqu'aux branches primaires, secondaires et tertiaires. Donc c'est grâce aux rayons soleil. Bon, cela, ça joue aussi, ça améliore en même temps ce qu'on appelle la photosynthèse. Oui, justement. Bon, cette photosynthèse qui donc était moins. Donc c'est la nature pour transformer les éléments inorganiques. Donc qui sont prélevés par la plante dans les sols, en matière végétale grâce aux rayons soleil. Bon. Donc aussi, la taille est dans l'eau. Toute taille en même temps. Apporte au niveau du planteur une production caféière quantitative et qualitative. Bon, tant qu'on ne taille pas, on aura toujours les déchets, le mauvais café. Lorsqu'on taille, qu'on a un bon café marchand. Au niveau marché mondial. Oui, de la vente. De la qualité. Bon, voilà. Pour commencer à tirer la taille, pour se tirer la branche, parce que pour avoir des serpents cachés là. C'est pour avoir. Bon, c'est pour les réveiller, c'est là, ils sortent. C'est très prudent. J'espère qu'ils ne vont pas venir nous trouver ici. Si tu envoies seulement la tête, dès que le serpent se prend sur la tête, c'est la mort. De toute façon, on ne peut pas faire un garrot au niveau du cou. Ça veut dire qu'il t'est déjà arrivé de trouver les serpents justement sur les caféiers quand tu viens faire les tailles. Oui. C'est pas pour rien. Même depuis la formation, on nous a toujours dit ça, d'être prudent. Parce que quand c'est petit là, ça nous vient la maison dans non plus pour vous. D'accord. Attention, Ça veut dire que c'est très tranchant. D'accord. D'accord. Comme ça, tu vas donc me montrer une branche que je vais tailler. On taille depuis la fourche, depuis la base. Depuis la base. D'accord. Ici, on appelle cette branche la branche primaire. D'accord, c'est tranchant. Voilà, moi-même j'ai coupé. C'est le niveau pour jeter. Oui. On appelle cette branche la branche secondaire. Pourquoi celle-ci est branche primaire et l'autre branche primaire et branche secondaire? Quelle est la différence? Il y a une différence. Bon, primaire. Qui sont à la base du tronc. La base du tronc. On les appelle les branches primaires. Un peu comme cette branche primaire. On peut la couper pour qu'elle est sèche. Au niveau de la base. C'est lorsque vous coupez ça à partir de la base, vous ne pouvez plus c'est agité. Non, ça ne peut plus. De là-bas, de la base, ça ne peut plus pousser. Ça ne peut plus pousser. D'accord. Pour les secondaires. Ça, c'est une branche secondaire, par exemple. Voilà. Ça
Ça, c'est la secondaire. Allez ce niveau-là. Pourquoi vous allez vers la route? Pourquoi vous allez sur le terre? Ah, d'accord. On passe vers la gauche. Bon, vous laissez sur la... On va montrer à la caméra. Oui. Quand vous partez vers la... Le côté ici. Arrêtez un peu le bout là. Regardez ici. Regardez le bout là. Qu'est-ce que vous allez laisser sur la... Ah, sur la roue. C'est pour laisser une coupe nette. Ah, d'accord. Parce que le donc côté... même pour couper, c'est pas fait du hasard. Oui, attention. Parce que le côté ici... Bon, regardez par exemple ici. En coupant là, cette partie a sûrement un peu dérangé. Vous voyez que ce n'est pas net. D'accord, ça veut donc dire que c'est comme ça, par la gauche. Par la gauche. Pour laisser sur la plante, c'est comme ça. Et non comme ça. Non. D'accord, donc c'est pas la gauche. Voilà, comme ça. Parce que quand vous allez vers la masse là, la coupe, ce que vous allez laisser, ça va créer l'installation de maladies culturelles à base du sang. D'accord. Comme ça là-bas, la gauche. Ok, d'accord. Bon. La taille, vous avez parlé de là et la France ici. Vous avez fini. Oui. Continuez encore. D'accord. Pas la gauche. Oui. Parce que tout à l'heure j'ai mal coupé, j'ai coupé vers la droite. Il faut vous t'enfermer. Allez, après vous me mettez. Voilà. Branche primaire, c'est-à-dire partant de la base du tronc. Et base secondaire partant de la branche principale. Voilà le secondaire. Voilà le tertiaire. C'est plein. Ok. D'accord. De façon générale, je me suis rendu compte que de plus en plus le passé est à l'ouest par rapport à une certaine époque. Pourquoi? Parce que le planteur de l'ouest, ils ont donc abandonné ce type de fer. Ce temps-là, ils abandonnaient, le kilo était à 300. Donc 400, 500, donc avec beaucoup de fer. Donc il fallait récolter, il fallait découper, il fallait fermenter, il fallait laver, il fallait sécher, il fallait sécher tout ça là, donc du coup c'est tout. On préférait sécher le papier pour faire la tomate et le beau, le piment. Entièrement. Oui, même quand on séché le papier là. Bon, maintenant, champ de caféier, tout au bord de la route comme ça, il n'y a-t-il pas d'inconvénient? Parce que nous savions que le caféier était toujours pratiquement en bourse. Ah, De d'accord. façon dont copier, oui. On peut même imprimer ce planteur. Oui, parce qu'il est en train de montrer l'exemple. Quand les gens passent, quand je travaille là, on apprécie. Le café existe encore. Là, c'est bien. Voilà, justement. Donc, oui, c'est bon, on a vu de vous. Ça permet aux autres planteurs de reprendre encore. Et de croire qu'effectivement, on peut encore faire du café. Oui, aujourd'hui, c'est motivé parce que le kilo déjà à 1500. Oui. On a un peu de café qui vient du nord-ouest. Ils apportent, c'est grâce à les coopératives aussi fonctionnent. Est-ce que la terre de l'ouest, notamment celle de Bouddha, est encore propice à la culture du café? Oui, bien. Mais là, il y a encore un gros problème. C'est que ils sont venus, tous nos enfants qui étaient là-bas, ils sont rentrés. Il n'y a pas le moyen pour se construire. Ah, d'accord. Oui. Donc, on voit que c'est un coup de couper même uniquement le terrain avec le café. Il manque là, ils vont se construire. Il manque là, ils vont se partir, il y a le construire. Même le champ de Christ, pour mettre le maison. Ah, On a d'accord. pris le terrain de famille. Et D'accord. on peut aller vers Galine, vers Galine, vers Nîmes.
Dans les déplacés de la guerre du Nozo, la guerre interne a poussé les gens à construire sur des... Comme le café, est-ce que le cacao aussi, on le cultive ici à l'autre? Oui, il y a le cacao qui est un peu décalé. Parce que le prix du kilo est pratiquement monté à 4500 euros. Parce que le cacao petit, c'est plus petit de notre forêt. Parce qu'on a donné une envoi à cacao à la capitale de la saison. On est en train de faire là où je travaille, là où le cacao est, on a petit peu de variétés de ça va. Mais très peu de plantes qui ne sont pas sensibilisés. D'accord. 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 Alors, revenons au café. Quelle peut être la taille d'une tige de café adulte qui produise déjà du café? La taille normale, c'est 1,50 m. 1,50 m. Oui, effectivement, on a l'impression que c'est la même taille. C'est la même taille. Parce que si c'est plus de 1,50 m, peut-être le bateau a on met de façon, on va aussi la production de l'école, je n'aurai pas de produit. Exactement. Parce que c'est une mesure. Moi, je me fais 1,70 m. Voilà, comment peux-tu estimer le bénéfice à partir d'un pied comme ça Oui, comme nous, on a un peu fait l'expérience là. Oui. On a divisé le rendement par deux. Si c'est 2 kilos par pied, on a 15 kilos. Avec 1 kilo, vraiment, on a pris la même chose. Si c'est 1000, on dépasse 500. Parce que vous enfants, les femmes, ils doivent manger, ils doivent nous entretenir. Et maintenant, il faut combien de temps à peu près pour la production? La production, 4 ans. Donc 3 ans. Parce que vous mettez en place le plan alors. Vous mettez toujours des livres pendant 4 ans. Pendant 7 ans. Et à partir de 2 ans, si le plan était bon, vous commencez déjà à faire le grattage. Vous commencez déjà à récolter. 3 ans déjà. Voilà. D'accord. Le progressivement, ça va bien. On parle de 4 ans quand on peut faire une petite quantité. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans la culture du café par exemple? Est-ce que les caféiers peuvent être attaqués par des maladies? Si oui, comment est-ce que... Parce que ça résiste beaucoup aux attaques de maladies épidémiques. C'est-à-dire à base de champignons. Contre le bourré, ce sont des qui perforent. Je crois que le pied, c'est-à-dire c'est comme des signes qui tombent. Exactement. Vous remarquez un tour. On appelle c'est le bourré qui performe comme ça. Si vous traitez bien, vous ne pouvez pas Oui. Il y a des maladies. C'est tout le paradis que vous écoutez. Il y a des oranges. Nous apprenons une ça les oiseaux qui viennent faire des nids. Oui, il y a des oiseaux là. C'est pour ça que le planter doit être régulier. Même s'il n'a pas à faire, il faut qu'il se promène dans le champ. Pour jeter un coup d'œil. Pour la lutte mécanique. La lutte mécanique. D'accord. Une serpente oui, fait également son... Il y a beaucoup de ce sont les deux saisons là. Si vous remarquez, vous allez voir le machin. Vous voyez que c'était, il y a eu des attaques. Vous voyez pas cette tache-là. Oui. C'est là pour eux. D'accord. Regardez, oui. Ça n'a pas, il y a eu des progrès.
c'est tout le désordre atmosphérique, c'est ça qui crée. Oui, oui. D'accord. Pour un bon résultat, pour réussir en culture. Voilà, la taille, le principe. Le traitement fongicide et insecticide. Donc après la floraison, il faut attendre 3 mois avant de commencer à pulvériser. Ce technicien ne se limite pas seulement à la culture du café, il est également vigneron et artiste musicien. Dans son champ de vigne, il nous dévoile l'art du vin de raffia, un breuvage qui est pour lui un héritage à préserver. Ce moment partagé dans le champ de vigne est un témoignage de la polyvalence et de la richesse de la vie rurale ici. Ce n'est pas seulement un artisan, mais un véritable créateur de liens entre la terre, les traditions et la culture. Voilà. Vous voici à la vie. Un pied de vie. De palmier raffia. Donc comme ça, juillet. Là, vous tirez déjà le vin. Bon. Faut qu'on commence par le commencement. Donc ça c'est un pied de raffia. Oui, un pied de raffia. Le palmier raffia. Bon, regardez un peu ici. Bon, ceci était sorti pour savoir, pour s'assurer que c'est déjà prêt à exploiter. Vous voyez ce qu'on avait coupé ici. Bon, c'était pas encore ouvert. Hein. Ça, c'était pas encore ouvert. L'autre poussait encore. D'accord. Que c'est déjà en maturité. Ah, d'accord. Qu'il faut exploiter. L'autre pousse à l'intérieur. Oui, oui, vous ne voyez pas. D'accord. Alors que ceci n'était pas encore ouvert. Ok, d'accord. Quand ça attend. Tant que ce n'est pas comme je vous montre là. Après, le verre qui va sortir ne sera pas bon. Ah, d'accord. Ça sera quoi, acide? Ça vous purge dans le ventre. Ah, d'accord. Parce que ça ne n'était pas bien en maturité. Bon, ouais. Dès que c'est comme ça, vous percez. Donc ça c'est ce qu'on appelle le vin de raffia qui est différent du vin de palme. Oui. Le vin de palme aussi, c'est qu'on grimpe en haut là. Du palmier à huile. On voit déjà, j'ai placé ça le matin. Le bocal que vous voyez. Ah, ce matin. Oui, ce matin. Donc, on vient matin et soir, on ne saute pas. Si vous sautez, non, vous n'aurez plus rien. Ah bon? Oui. Parce que ça a un système pour, c'est-à-dire c'est un pot là, qui se soude pendant une durée de 24 heures. Donc, quand ça, si le soir vous ne venez pas, vous pensez que demain matin vous allez trouver le bidon plein. Le bidon plein, non, vous n'aurez rien. Parce que dans le 24 heures, les pots là, qui libèrent le vin, ça se soude seul. Naturellement. D'accord. C'est pourquoi il faut être régulier, ne sautez pas. Donc un bon vigneron, même à la réception, ne doit pas envier une bière ou bien quand il est temps d'aller vigner, tu vas perdre. Donc, voyez par exemple ce qui est sorti, c'est sucré maintenant. D'accord. Dans le bidon, à travers le témis. Parce que ça n'a pas besoin de saleté. D'accord. Oui, c'est bien sucré maintenant. Mais pour ma part, je bois seulement le lendemain matin, quand c'est un peu fermenté. Maintenant, c'est sucré. Et il y a le femme qui aime beaucoup ça. Là. Oui, justement, quand c'est sucré comme ça. Voilà. À travers le panier. Voilà. C'est pour un pied.
Après, on va continuer de l'autre côté. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'on met plusieurs bidons tout autour du raffia. Ce qui est déjà prêt. Ah, d'accord. Le petit bidon. De la vigne. Comme je vous explique là. Pourquoi tailler régulièrement, matin et soir, matin et soir? Parce qu'il y a un système pour eux. C'est-à-dire le porc qui libère le vin. Oui. Qui se soude pendant une durée de 24 heures. Donc si vous ratez, pensant que demain matin vous allez trouver beaucoup plus de vin. Non, vous n'aurez rien. Vous allez trouver la même quantité, mais ça sera mauvais. Quand ça passe l'huile dans le bocal, ça se surfermente. Ça s'appelle le goût, son goût naturel. Il y a un arôme là-bas. Il n'y a plus ça là. Donc il faut être régulier. C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'un bon vigneron ne doit pas, à la réception, ne doit pas envisager la partie de la poule. Sinon tu vas perdre. S'il est temps d'aller dîner, là c'est tout ça, tu pars. Ouais, c'est dangereux. Bon, voilà. Parole de sage. Ouais. Bon, ça c'est quoi? C'est bon, la peau de la ville. Ça c'est la mouette de bananier. Ah, d'accord. Oui, pour ne pas perdre. Si tu ne mets pas ça, ça sort, ça va chanter, ça va sortir. Ah, d'accord. Et ça là, c'est quoi? Ça c'est comme le machin. C'est comme la trémie de réception. Oui. D'accord. C'est grâce à ça là. Sans ça là, vous ne pouvez pas recueillir. Oui. Même vous mettez ça sans ça, aussi là, ça va donner un arrière-goût. Tu vas gâter l'arôme qui est dans votre vin. Il faut toujours ça. Et ça, passant par ici. D'accord. Donc, alors, il n'y a rien qui est fait au hasard. Non. Voilà, quand vous venez, quand déjà ça donne comme ça, ne taillez pas trop. Prenez juste à l'épaisseur de la lame de rasoir. Tout doucement. Et vous coupez là. Ça m'aime beaucoup. Bon. Vous raclez bien. Lorsque vous taillez seulement en biais. C'est-à-dire légèrement penché. Oui. Pour éviter, pour que le vin ne laisser la pente. Pour que le vin ne se fermente pas là. Quand tu tailles penché là, ça sort, ça se stagne là-bas. Au lieu de descendre, ça stagne. Oui, ça se fermente. Vous n'avez pas un bon goût. D'accord. Donc à chaque fois qu'on récolte un bidon, si on peut le dire comme ça, on taille. On taille. Avant de remettre cette sorte d'entonnoir. Vous pressez bien au fond là. Pour qu'il n'y ait pas d'issue. Pour qu'il n'y ait pas perte. Vous attendez, vous allez que dans bientôt ça va sortir. Vous voyez, regardez. D'accord. Ouais, comment ça tombe. Et là, vous mettez le bidon. Oui, maintenant, et comme nous sommes pratiquement en fin d'après-midi, demain matin, vous venez donc. Oui, demain matin. À 6 heures. Vous mettez le bidon. Et quand vous faites ça, après 2 jours, vous rincez le bidon. Vous mettez l'eau là, vous secouez seulement. Ne lavez pas. Parce que quand c'est tout clair, le vin n'est pas. Quand tu penses, ça n'arrête pas la langue. Ça, donc la qualité même du vin dépend d'un certain nombre de choses. Oui, des choses. Premièrement, le truc de bananier, là, je ne sais plus comment tu as appelé ça. Oui, la moelle de bananier. La moelle de bananier, avec cette sorte d'entonnoir. Et maintenant, après 2 récoltes, on met juste l'eau, on secoue. On ne lave pas. On ne lave pas. Ça alors. Et puis vous versez. Chaque fois, il faut laver ça. Parce que le vin a fait a besoin de la peau, vous voyez que ça tombe. Ça sort déjà. Mettez avec précaution. Il ne faut pas que le bidon touche la trémie de réception. D'accord. Ça peut bouger et puis le matin, ça se verse plutôt à côté. Parce qu'on a volé, alors qu'on n'a pas volé. Ah, d'accord. Bon, vous mettez le papier ici. Ça, le papier, c'est pour dire que même s'il pleut, que l'on n'entre pas dans votre vin. Pour beaucoup. Et puis il y a beaucoup de pluie. Il faut mettre beaucoup de choses de façon que si les gens viennent voler, tu peux savoir. Exactement. Parce que c'est un truc que le public consomme. Il ne faut pas qu'une tierce personne voit et vienne encore toucher. Il faut mettre. Tu viens voir que le bandit est venu, ne met plus dans le. Il faut même verser. Changer même le bidon. C'est dangereux.
D'accord. Parce que même le préfet boit ça. Et après on met ses feuilles. Mais oui, toujours, faut de sucre. Vous mettez ça, c'est en venant le matin. Quand est venu pousser, c'est pour ça. Vous allez facilement connaître. Oui, oui. Bon, d'accord. Voici encore. Voici un autre. On est en train de sucre. On y va. Ça veut dire qu'un pied de raffia comme ça là, peut produire plusieurs bidons de vin de raffia. Oui, oui. Parce que de l'autre côté on avait un bidon, ici là on a jusqu'à 2 bidons. 2 bidons, ça fait 3. Si après on vérifie, comme je vous ai montré là, on peut encore percer. On peut avoir même 4 bidons. On récolte toujours. Comme l'autre, voilà toujours les vins. Comme ça à la maison on pique encore avant de boire. Une fois à la maison encore. Oui, parce qu'il n'y a même pas la saleté dans mon vin. D'accord. Oui, ça c'est pour les richesses naturelles. Exactement. Ouais. Ce qui peut sortir. Avant je sortais 20 litres par jour. Oui, 20 litres. Des fois 30 litres par jour. Et je vendais les 10 litres à combien? 2000. 10 litres. Oui, oui. Plus toi, là, ça fait 6 000 francs par jour. Si tu as la chance, ça dure. Voici 6 000 francs fois 30. C'est beaucoup d'argent. Et puis quand il y a des au final qui mettent toi-même ton million pour aller, tu ne payes plus. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Nous, on est en train de regarder, voir comment le femme brûle, détruit pour mettre le maïs. On peut toujours payer le vin. Hein. Et c'est avec ça que nous faisons la tradition. Ah d'accord, nous voyons comment les femmes justement à travers les champs détruisent ces raffias là pour faire le champ. Voilà, mais est-ce que le champ qu'elles font là empêche... Ça n'empêche pas. C'est ça on est en train de faire que les personnes, les notables, ils devaient quand même interdire ça. Justement, je pense qu'il doit avoir également une éducation par rapport à ces genre de choses. Tu parles justement d'un vin traditionnel qui permet de faire des cérémonies coutumières et autres. Il ne faut justement pas que ça disparaisse au profit des champs. Ah, c'est une plante sacrée que Dieu. On voit les raffias dans le champ comme ça, là, on les a plantés. J'ai comme toujours l'impression qu'on les plante à côté d'un marécage, à côté de là où il y a beaucoup d'eau. Souvent, c'est dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds. D'accord. Des fois, ça attire l'eau. Donc, on a vu beaucoup de raffias. D'accord. On voit seulement l'eau, ça vient, ça attire l'eau. D'accord. D'accord. Mais comme à Babajou, là, sur les collines, il y a toujours les villes. Ça donne beaucoup. Babajou. Même sur les collines? Oui, c'est beaucoup. Mais ok, d'accord. C'est Babajou qui ravitaille tout le camion. Ici, il n'y a plus. Ici, à Bam, ici, il n'y a plus. D'accord. On va essayer de faire le même exercice que de l'autre côté. On retire et on taille. Toujours penser, hein. Il ne faut pas oublier. Oui, toujours penser pour que le vin ne stagne pas. On fait en biais. Penser. Tu places la crémie là, rapidement ça vient. Vous ne voyez pas. Si vous ne pensez pas, ça va se stagner là-bas et puis ça va se fermenter. Le vin sort quand c'est déjà fermenté. Oh, ouais, c'est dangereux. Quand vous faites avec ça, vous retirez la mouche là. Parce que des fois ça peut bloquer la sortie du liquide. Le liquide. Vous faites ça bien. Ce qui est curieux, c'est que tout de suite après l'avoir mis, il commence à couler. Oui, parce que c'est en pente, penché, en biais. Toujours. Que c'est un travail sérieux. Très sérieux. Le vigneron, c'est quelqu'un à respecter. Il faut bien pousser.
Des fois, vous lâchez. Et quand vous êtes vigneron, ne buvez pas trop. Hein, parce que le soir, vous venez quand vous avez saoulé. Vous mettez très mal le matin, tu ne vois plus rien dans le boucan. Tout est versé. Ah, dans le vin de raffia saoule aussi. Hein. Ah, oui. Est-ce que dans ce vin de raffia, on met également les écorces comme dans le vin de pain? Non, on laisse comme ça, on ne met rien. On ne met rien. Voilà, il a commencé à couler déjà. Bon, voilà ce que je viens de vous dire. Regardez ici. Donc c'est mal fermé. Ici, là, c'est bien fermé. Oui. Voilà. Et là, ça vient. C'est ce matin que j'ai changé la moelle. Ah, d'accord. Parce que l'autre était trop sec. Et ça passait de travers. Oui. Maintenant, ça donne. D'accord. Voilà. Il faut toujours t'assurer avant de laisser, avant de partir. Que par délai, ça va donner. Et toujours ça. Parce que tu le vois dans la nuit. Toujours le plastique, toujours. Et ensuite, on met le morceau de bois pour bloquer le plastique. Et puis on prend notre instrument, pour ne pas l'oublier là. Et puis on le couvre avec les feuilles. Voilà. Pour que le vent également nous... Bon, voilà. autre question maintenant. Oui, J'attends les questions. vraiment c'est très impressionnant. Et tu es pluridimensionnel, comme je l'ai dit tantôt. Tout à l'heure, on était dans le champ de café. Maintenant, nous sommes au pied d'un raffia. Nous avons l'habitude de boire ça sans toutefois savoir comment est-ce qu'il est produit, comment est-ce qu'il est fabriqué. Alors, papa, dis-nous, quelle est l'origine du vin de raffia? Comment est-ce que nos ancêtres... Selon les ancêtres, c'était venu, on peut dire pousser au désert. Quand les éléphants ont marché là, bon, peut-être que les éléphants avaient besoin de boire. Bon, ils ont marché. Donc, un éléphant avec sa trompe a tiré un pied de vie comme ça. Là, il a enlevé ça. Il a arraché ça comme ça. Il est passé par derrière. Donc, ils sont venus, ils ont trouvé l'eau là. Ils stagnaient au là où on a enlevé le pied de la vigne. L'eau était là-bas. Ils ont bu, c'était sucré et très bon. Ça, ce sont les hommes, pas les animaux. Oui. Il n'était pas cher. Il y avait des gens qui conduisaient ce... Ah oui, ces éléphants-là. Oui, ces éléphants-là. Les hommes, ils ont aussi dit, mais il faut dire que ça a un bon goût. Ils ont encore pris le goût là pour voir comment... C'était comment alors. Ils ont commencé à étudier le raffia. Oui, comme je viens de vous expliquer là. Oui. Que c'est partant de là qu'on a vu que c'était arrivé ici. On a commencé à exporter et à boire. Donc c'était par les éléphants dans un désert. Et ça s'est perpétué de génération en génération. Voilà, oui, que c'est ça. Selon ce que mes ancêtres ils ont expliqué. Comme quoi les animaux aussi ont un rôle prépondérant dans tout ce que nous faisons dans la vie. Oui. D'accord. On a commencé à... Et puis, pour la multiplication. Oui. Bon, pour la multiplication. Bon, nos ancêtres toujours, ils ont trouvé un pied déjà. Il y a une machine, comment on appelle ça? C'est-à-dire, c'est qu'on avait raté. Et voilà, c'est ça ici. Voilà. Ça, c'est un pied. C'est suffisant, mais on n'a pas exporté. Ça là, c'est quoi? C'est la semence. Ah, c'est la semence, c'est du raffia. Oui, on pose sa réserve. C'est la semence, c'est du raffia. C'est une bonne colère, on vend ça au marché. Ça là? Oui, on fait. On mange ça simplement comme ça, hein? Oui, non, c'est bon, hein. C'est très bon pour boire le vin. Et comment est-ce que on met en terre pour que ça devienne le raffia comme ça, en tige?
on enlève ça. On fait dans un bac. Là où il y a beaucoup d'eau. Oui. Même il faut on verse là-bas comme ça. Après ça germe. D'accord. Vous plantez. Si vous voulez à la maison, vous va enlever ça, vous allez manger. C'est très bon. Hein. C'est comme la cola. C'est comme. Oui, d'accord. Si vous voulez, vous enlevez vous dans le même. D'accord. Oui, pour monter aux autres. Oui, justement. Ça, c'est très bon. Vous pensez au marché de vous. D'accord. Si on prépare ça, mettez dans le marché. Les verser comme ça. On va préparer. On boule l'eau, on met dans l'eau. Et puis avec la main, on enlève les écailles. Et tu as dit que son nom scientifique c'est quoi, papa? Le nom scientifique, c'est quoi seulement le nom traditionnel. D'accord. Nous appelons ça Kep. Le goût de ça. Là, la semence de la vie, de la pierre, des bananiers, des marchés, des palmiers, de la pierre. Là, c'est la semence. C'est la semence. C'est juste pour vous. Ça va, ça suffit. Oui, non, c'est bon. C'est bon. C'est assez. Même dans la voiture, quelque part. Ouais, les gens, en plus, on voit ça, ils vont en acheter. Ah, justement. J'ai déjà vu ça une fois en ville, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Justement. Là, c'est beaucoup, c'est bien. Il faut remplir même de ça. Vous pouvez mettre ici à la maison. D'accord. Bon, avant de déguster à la maison, je vais quand même prendre un petit verre ici, sur place. Non, arrivé à la maison, il y a le verre là-bas. D'accord. Vous allez voir la maison. D'accord. Et à quelle occasion, justement, on utilise le vin de raffia sur le plan traditionnel? Beaucoup. Il y a par exemple les funérailles, il y a les enterrements, il y a les sacrifices traditionnels. C'est que ici, là, nous avons le crâne que nous avons. On ne peut pas faire avec la bière. Avec le vin raffia. On verse sur le crâne, on parle. Et puis, tous vos problèmes. Ça se résout. D'accord. Il y a beaucoup, même boire à la maison. Quand je rentre le soir, je mets au moins 2 litres de prends ma guitare, ma chaîne. Là, on met mon carreau là-bas. Et la vie est belle. Ma famille, c'est pas ma femme, ma compagne dans le champ. Oui, ça fait une révolution. Les enfants dansent. Et la vie est belle. D'accord. D'accord. C'est un poison là. Ok. Ça fait semaine plus cher, 800 francs. 3 heures. Et le matin, maintenant, c'est 300 le but. C'est le prix de la vie. Voilà, justement, nous rentrons à la maison pour déguster le fruit de la vie. Il fallait venir vivre ça en direct. Voilà. C'est bon. On va aller à la maison maintenant. Les jours sont vraiment rares. Voilà. C'est le retour de la vie. Le retour de la vie. Le retour. Pas n'importe quoi. Voilà. Ça fait. Ouais, allô. Ouais, allô. J'ai vu les appels là. Le temps s'arrête un instant. Le vin se mêle à la musique qu'il interprète et nous sommes transportés dans une dimension presque mystique où la terre et l'art se rencontrent dans un parfait équilibre. Que les ancêtres de cette terre reçoivent. C'est ça. Qui ne manque jamais dans cette concession. Voilà, c'est ça. Voilà le fruit de la vigne de tout à l'heure, hein. Le fruit de la vigne. De De naturel, c'est ça qui est.
vraiment sucré. Et comme on vient juste de deviner, c'est très 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 sucré. Généralement, on le mixe avec quelque chose de dur. De dur. Voilà, c'est pour ça que nous avons ce vin. C'est bon. On peut mixer, ça ne dérange pas. La dégustation du vin, au son de la musique, devient une expérience sensorielle intense, une immersion dans la culture et l'âme de cette région. Ça compte ici. Le village est beau. On voit sa facture. Oh yao, oh yao, Fatima Tata Fatima, écoute ça. La pomme. La pomme. Et avec mon ami et frère Don Clemento. Avec son papa. Accompagné d'un plat d'igname avec du poisson. Après cette expérience gustative et émotionnelle, nous reprenons la route pour une autre rencontre, une autre dimension de cette aventure. Le lendemain, après une nuit bien méritée de repos, nous nous dirigeons vers Bamentim, un village sacré où nous allons vivre un rituel ancestral d'une puissance incroyable. En chemin, nous ne manquons pas de filmer les champs cultivés dans les bamboutos, où les paysans travaillent la terre avec dévouement, préparant les sols pour les futures récoltes. Nous assistons également à la préparation du taro, un mets de base dans la culture de l'Ouest du Cameroun, souvent servi lors des grandes occasions et cérémonies. Le pilage du taro, bien que laborieux, est une étape essentielle de la préparation du plat traditionnel, taro sauce jaune. Oui, c'est comme ça comment on apprend l'enfant. On a qu'à minchou. Est-ce qu'elle fait même d'abord soir? Maman, tu parles à la maison. On a coucou. On a coucou. Il faut qu'on dise la vérité. Je me souviens de ce que tu disais quand maman disait que là, tu vas te marier, là, comment tu vas faire. Tu veux pas aller marier, tu vas à ton mari. Voilà que j'ai fini par épouser que les gens qui ne connaissent pas. C'est ça qu'elle dit. Les autres sont mis de quoi chouchou. Mais tu devais. Oui, moi, la chou. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune cérémonie qu'on peut faire là-bas. Comme je l'ai dit, un mets délicieux et symbolique dans lequel chaque ingrédient a sa place. À mesure que nous approchons du lieu sacré de Mekoup, les paysages deviennent de plus en plus spectaculaires, chaque tournant offrant une vue imprégnable sur la nature environnante. Les montagnes, les forêts et les vallées créent une atmosphère mystique, presque irréelle. Nous arrivons enfin à la maison de passage,
un endroit où les candidats au rituel sont accueillis avant de se rendre au cœur du sanctuaire. Là, le maître initiateur interroge sur la préparation des offrandes. Chaque participant doit avoir avec lui des éléments précis. Coq, poussin, chèvre, vin de raffia ou de palme, ainsi que d'autres nourritures et ingrédients sacrés. Quand Dieu s'appelle soit sa famille, ses enfants, sa famille, on va aller venir dans le grand Dieu sacré. Donc ici c'est pas le lieu sacré. C'est une maison où on a fait les choses pour aller au lieu sacré. C'est là où il a prévu pour ses enfants. On va taper ici avant d'aller aussi le grand Dieu sacré. On a fait l'église, on pose ce que nous on va manger. Chez lui avec sa femme. Le grand Dieu sacré encore loin. D'accord. La rigueur de cette préparation montre l'importance de chaque détail dans le rituel. Ces offrandes ne sont pas simplement des objets matériels, mais des symboles de respect et de reconnexion avec les ancêtres. Après cette première étape, nous entamons l'ascension d'une colline imposante qui nous mène au lieu sacré. Cette montée, longue et difficile, met à l'épreuve les participants, mais elle symbolise l'effort nécessaire pour accéder à la vérité, à la sagesse ancestrale. Une fois arrivés, nous découvrons un site sacré, un lieu de communion avec les ancêtres. C'est ici que plusieurs rituels se déroulent, chacun ayant un but précis. Nous découvrons tout d'abord une maisonnée abritant les restes du premier ancêtre, un lieu de mémoire et de respect. Plus bas, un autre endroit est dédié aux notables, à ceux qui ont œuvré pour la communauté et méritent des offrandes. Papa, est-ce que tu peux nous expliquer la symbolique de ces rituels? Voilà, dis pas où non. Là, on va juste aïe à la fou, mais pour l'eau, tout le temps, ils vont brûler dans le chef, dans le dieu comme son. Mais t'as plus à nous, pour pas qu'on ait même qu'on ait même pas. Aïe, mais tout est bon boulot. Alors qu'on y a auto, j'en vois brûler, on va toujours bon. Ok. Ouais. Ces moments sont l'occasion pour les villageois de demander des bénédictions, de rendre hommage et d'entretenir le lien avec les ancêtres qui, selon la tradition, veillent sur la prospérité et la sécurité du village. Vous êtes venu au lieu sacré, soit pour te ressourcer ou alors chercher les bénédictions. Alors dis-nous ce que ça représente pour toi. Moi je dirais tout simplement que ça représente une grande quiétude. J'avais besoin de beaucoup de paix. Je dis mon émotion, ma joie est grande pour pouvoir arriver à faire ça. J'attends encore. Et ça consiste concrètement à quoi? Tout est dit vrai. C'est la bénédiction. Que tu viens chercher auprès de tes ancêtres? Les ouvertures positives, la protection, la bénédiction auprès de mes ancêtres. Il était nécessaire, il était même temps de venir leur rendre grâce. D'abord, et puis de leur demander davantage de nous protéger, la famille et moi, de continuer à nous protéger. Pour moi, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a plus que ça, mais mon intention personnelle, c'est le remerciement et la protection que je lui demande. Beaucoup de protection. D'accord, on constate que la famille est venue t'accompagner. Alors, Obligation de réserve. tu vas dire un mot?
toi, en tant que sa famille, est venue l'accompagner auprès des ancêtres? Oui, justement. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes venus chercher la bénédiction, comme a dit tantôt, par Pasteur René. Nous pensons, n'est-ce pas, que les choses vont aller dans le bon sens. Dans le bon sens. Nous sommes encore là. D'accord. Et alors, maman qui est venue également t'accompagner va dire un mot. Maman qui est venue avec ma fille ici, je dis merci au grand Dieu sacré là où je me suis mariée. Comme vraiment, depuis que je suis arrivée ici, dans ce village, je me protège ma progéniture. Aujourd'hui, je suis venue avec ma fille pour lui faire à manger, lui dire merci et lui dire de continuer à nous garder comme il nous garde souvent, jusqu'à oui. Est-ce que maman peut dire un mot en langue maternelle? Le rituel commence avec des consignes données aux candidats. Chacun doit se soumettre à une série d'actes symboliques avant de procéder à l'immolation des animaux sacrifiés. La chèvre et les poulets, animaux essentiels à la cérémonie, sont préparés avec un soin extrême. Ces sacrifices, bien que critiqués par certains, restent un élément fondamental de la tradition. La viande, préparée sans épices, mais uniquement avec du sel et de l'huile rouge, est ensuite offerte aux ancêtres dans un acte de pureté et de respect. Nous filmons ces moments avec une grande discrétion, respectant la sacralité de chaque geste, de chaque prière. L'important ici n'est pas seulement le sacrifice, mais aussi les invocations et les vœux que chaque participant adresse aux ancêtres. Chaque candidat, justement, se soumet au rituel, offrant des sacrifices et demandant des bénédictions. La puissance du moment est palpable et le vent qui souffle dans la forêt sacrée semble confirmer la présence des ancêtres, répondant aux invocations des vivants. Après cette première phase du rituel, nous nous rendons à un autre site dans la forêt où un autre couple d'ancêtres attend les offrandes et bénédictions des villageois. Ça, on appelle ça en patois le lampate. C'est-à-dire? Celui dont qui tue la chèvre vient ici finir sa bénédiction. Ça veut dire que tout est déjà bon. Ok, d'accord. Ici, sous cette grande pierre. Cette grande pierre. Ce moment est intime et profond, un véritable dialogue entre les vivants et les morts, un échange spirituel essentiel pour le maintien de l'équilibre du village. Les bénédictions demandées sont pour la prospérité,
la santé et la protection contre les forces du mal. Nous sommes ici à Mekoup. C'est eux qui tirent la chèvre qui vient ici la clôturer. Voilà. Et là, vous avez un arbre qui pousse sur la pierre. L'extraordinaire. C'est déjà fini. On a déjà fini. Entre les pierres. Voilà. Voici un autre ici. Vous voyez comment l'arbre pousse au milieu de deux pierres. Ça continue. Quel qu'en soit ce que les pierres empêche, il continue. ont fait sur cet arbre, le voilà avec ses branches. Voilà. Ça, c'est la tradition et ça prouve effectivement que ce n'est pas les profanes qui viennent ici et qui font ce genre de choses. Ça, c'est très important. Donc maintenant, on va descendre, clôturer en prenant un petit apéritif. Voilà. Ok, bon. Bye bye et à la prochaine. Une fois le rituel terminé, les participants redescendent la colline, visiblement transformés. Les visages sont radieux, comme si une grande force spirituelle les avait pénétrés. Une fois de nouveau dans la maison de passage, le repas traditionnel est servi. Les plats, simples mais délicieux, sont dégustés avec une grande joie. Le vin de raffia et les mets apportent chaleur et convivialité dans une atmosphère de fête malgré la fatigue du rituel. Manger au carreau avec la sauce jaune et le groupe. On appelle régulièrement la peau, accompagné de des pistaches. Ça clôture la cérémonie. Cet événement, où chaque participant vit une expérience profonde et transformative, illustre la richesse et la puissance des traditions des Bamboutos. Ce voyage dans le cœur de la culture et des rituels du Cameroun est un témoignage vivant de l'importance de la spiritualité et des rites ancestraux dans la vie des communautés africaines. Kemet Télévision, fidèle à sa mission de préservation et de diffusion des valeurs culturelles africaines, est fière de pouvoir partager cette expérience unique avec vous à travers ce documentaire.